monsieur, c'est Ferdinand Sarien. Il est né à Bourbon-Lancy le 15 octobre 1840, sous le règne de Louis-Philippe. Il fait des études de droit et devient avocat. En 1871, il devient maire de Bourbon-Lancy, puis président du Conseil général de Saône-et-Loire. Élu député, il participe au gouvernement et en 1906, le président de la République de l'époque, Armand Fallières, le nomme président du Conseil, qui équivaut au Premier ministre actuel. Il disait de lui « Ce personnage effacé mais influent est capable de rassembler les différentes forces du centre et du parti radical. » Outre son action politique, il fait beaucoup pour le Bourbonnais, en favorisant le développement industriel à Bourbon-Lancy en particulier, et œuvre aussi pour le renouveau du thermalisme. Il soutient efficacement son ami, en ayant une influence décisive sur les chemins de fer, transportant voyageurs et marchandises. Le triangle d'or Digoin, Bourbon-Lancy, Gueugnon durera 50 ans. Il a un rôle déterminant dans le sauvetage de l'église Saint-Nazaire et sa conversion en musée municipal. En 1906, il démissionne du gouvernement et laisse le champ libre à Clémenceau parce que l'entente entre vous deux n'est pas très cordiale. Son souvenir est vivace dans la ville. On a placé son buste sur l'avenue qui porte son nom, à proximité du collège qui porte également son nom, non loin du château Sarien. Il est présent partout ici, c'est le grand homme de Bourbon-Lancy. Il se nomme Émile Busla. Il est mécanicien et serrurier. Il est le fils de Michel, forgeron à Bourbon-Lancy. Napoléon III règne sur la France. Nous sommes en 1872. Émile et son frère reprennent l'activité de leur père. Tandis que la forge fonctionne avec quelques ouvriers. Il sillonne la campagne, il observe, il réfléchit. La révolution industrielle ouvre la voie au machinisme agricole. En 1874, soit 2 ans après, il se présente au concours à Mâcon. Il expose la fameuse herse en Z. Il gagne le premier prix. De 3 ouvriers de forge, ils passeront à 60. En 1978, il gagne le premier Grand Prix organisé à Paris lors de l'exposition universelle. D'autres inventions verront le jour. De la réussite locale, c'est bientôt la consécration nationale. En 1893, Ferdinand Sarien le décore de la Légion d'honneur. En 1900, il fait construire une vaste usine dans le quartier de Saint-Denis. En 1910, l'entreprise compte 250 000 employés. En 1919, ses fils reprennent le flambeau et l'entreprise portera le nom de Manufacture Centrale des Machines Agricoles. Bourbon-Lancy deviendra alors capitale des machines agricoles. Alors, Émile, toujours en train d'inventer. Monsieur Sarien, content de vous voir. Je tiens à vous féliciter. Partout dans les campagnes, on ne parle que de la R sans Z. Alors je leur dis qu'il faut aussi essayer le râteau-faneur plus là. J'espère que cela vous apportera d'autres clients. C'est vrai qu'en ce moment, les commandes affluent. Je vais devoir agrandir l'atelier. Alors, et votre fils, comment ça se passe à l'école? Très bien, très bien. Ses professeurs sont très contents de lui au lycée. Je voudrais bien qu'il fasse ingénieur. Il pourrait m'aider. Au Conseil général, on parle beaucoup de vous. Grâce à vous, on n'achète moins de matériel aux Anglais. Ce qui est bon pour l'économie, ce qui est bon pour la France. Je pense que je pourrais vendre plus et plus loin si les transports étaient facilités. Pensez donc, je suis obligé de mener mes machines à Gilly pour les mettre sur le train. Justement, Émile, au Conseil, on a pris des décisions qui vont vous faire plaisir. Les conseillers généraux de Saône-et-Loire et de la Nièvre ont décidé la construction d'une ligne de chemin de fer de Gilly-sur-Loire à Cercy-la-Tour.
La gare du Fourneau sera inaugurée en 84. C'est une bonne nouvelle. Grâce à ça, je vais pouvoir économiser sur mes frais de transport. Au Conseil général, certaines personnes ont déjà quelques idées. Certains pensent à une ligne partant de Digoin jusqu'à Étang-sur-la-Roue, en passant par Guignon et Toulon, ce qui facilitera l'expansion de Campionnet. Je connais bien Campionnet. J'en suis heureux pour lui et pour Guignon. Grâce au train, les forges vont se développer. Quant à moi, je pense que je vais m'agrandir grâce au train du Fourneau. Pour ne rien vous cacher, si le train pouvait passer par l'atelier, ça serait encore mieux. Chaque chose en son temps, Émile, mais je vous promets d'y penser. Oh, Léon! J'ai appris que tu avais été embauché à l'usine Busnard. Mais quel âge as-tu? Je suis de 1915. Je viens d'avoir 15 ans. L'âge d'admission. Et quel est ton emploi au sein de l'usine? Je suis apprenti à l'outillage de l'atelier numéro 2. Mon chef est Monsieur Marco, un ami de la famille. Et combien d'heures fais-tu par semaine? 60 heures sur 6 jours. Et je travaille quelques fois le dimanche. Et tu es bien payé? 0,50 francs de l'heure. Ce n'est pas beaucoup, mais heureusement, mes grands-parents m'hébergent. Oh, il paraît que le règlement intérieur est draconien. Ah oui, on a des sanctions si on oublie de pointer, si on parle et si on casse la croûte pendant les heures de travail. Eh bien, dis donc, je ne sais pas tout ça. Et défense absolue de fumer ou de rentrer de l'alcool. Et c'est permis, sinon? Renvoyer Major. Oh là là! Mais il y a bien quand même du bon côté aussi. Ben oui, le 17 novembre prochain, le patron marie sa fille. Il invite tout le personnel à un repas. Ma foi, j'espère bien rester quelques années dans l'usine. À l'avenir, je me battrai toujours pour la liberté et l'émancipation de la classe ouvrière. J'ai ça dans le sang. Oh, bravo Léon. À bientôt. En 1910, l'entreprise occupait 250 employés, un personnel exclusivement recruté dans la région et encadré par des chefs de service et des contremaîtres qui avaient appris leur métier dans l'usine. La plupart d'entre eux étaient pour M. Busnard d'excellents collaborateurs, car l'initiative ne leur était pas interdite, bien au contraire. Les trains s'arrêtaient à la grille de l'usine et le transport entre la ville et Saint-Denis se faisait par la voie reliant les deux gares. Un réfectoire existait, ainsi qu'un garage de bicyclettes attenant. On insiste par ailleurs sur la pureté de l'atmosphère du hall où les ouvriers travaillent, grâce à l'installation de fumivores sous les huttes qui chaperonnent les foyers. Beaucoup d'air, beaucoup de lumière, un excellent principe pour conserver au personnel la santé, la meilleure garantie d'un travail rapide et consciencieux. En 1975, l'an 1 du moteur X200, naît le groupe Iveco, une alliance internationale entre Italiens, Fiat, OL, Lancia, et Français, Uni, Fiat, ainsi qu'Allemands, Magirus, Dodge. La vocation de l'usine est désormais la construction de moteurs et de gros camions. Henri Berthier est le directeur. Ah oui, un homme du cru. Il s'est élevé dans une ferme près d'ici et il a gravi les échelons petit à petit. Son rôle était d'assurer le passage de la machine agricole à la production plus élaborée d'un moteur à haute technicité avec un objectif: gagner la bataille des prix. Les allers-retours France-Italie par Caravelle sur la ligne Lyon-Turin étaient coutumiers. Ah oui, ah ben moi j'avais une boutique, j'en ai connu des ouvriers qui allaient à Turin, plusieurs jours, plusieurs semaines, et les Italiens venaient aussi. On était presque revenus à la période gallo-romaine. Et ils m'achetaient des marchandises. Ils étaient donc tes clients. Mais oui, ils m'achetaient surtout des souvenirs. Oui. Un jour, deux qui viennent en soirée à la fermeture de la boutique voulaient des bamboulas.
Vous savez ce que c'est, vous, des bamboulas? Ah, bamboula, pour moi, c'était la fête, la fiesta. Alors je leur sors des serpentins, des lampes de belle-mère, des confettis. Non, pas compris. J'ai fini par comprendre que c'était des poupées. Vous savez, les petites poupées folkloriques qui se faisaient avec les habits bourbonnais. Et c'était ça qu'ils voulaient m'acheter. Oui, dis donc, c'est incroyable. Et ils m'achetaient aussi des ombrellas. Tu sais ce que c'est? Oh ben oui, des parapluies quand même. Oh, je vais te poser une devinette. Tu connais mon nom de jeune fille? Oh ben non. Eh bien, c'est Pulsena, authentique. Oh ben ça, tu me Ah l'apprends. oui. Alors, un nom bien local qui viendrait soi-disant de puisatier, d'éleveur de poulets en Savoie. Moi, généalogiste, on m'a dit que ça viendrait de Puzera. Ah oui, une tribu hongroise de laboureurs qui serait venue vers l'an 1000 et n'aurait pas traversé la Loire. Une sacrée histoire, ça me plaît. Hein. Ah ben moi, ça me fait bien aussi. Ah oui, est-ce que tu te souviens quand ils ont ouvert le musée du machinisme agricole? Oui, oui, du docteur. Oui, oui. C'est monsieur Larpin à l'époque qui s'en occupait beaucoup. Il était adjoint, ancien vétérinaire, il allait dans les fermes. Il est allé chez mon oncle, au Moana, il y avait une ferme. Mon oncle lui dit, oh ben, effectivement, j'ai une vieille machine d'usine, mais en bon état, de 1929. Et il lui présente, tu sais ce qu'il lui a présenté? Non. Ma tante, qui Oh, bah, est Fusna, comme moi, la sœur de mon père. Ça alors, tu m'en bouches un On en parle toujours. Ah, puis en parlant de Fusna, j'ai tenu une boutique en ville dans les années 80. Un grand monsieur arrive, vient de sa personne, il se présente. Je suis François Fusna, fils de Claude, petit-fils d'Émile. Et bien voilà, je ne me demande pas, je lui réponds. Eh bien, moi je suis née Fusna. Nous sommes peut-être de la même famille. Oh ben ça alors. Ah, puis je vais t'en raconter une dernière. Là. Oui, oui. Pareil, il y avait un ouvrier qui voulait se faire passer pour un cadre. Alors, tu sais, costard, chemise blanche, cravate, attaché-caisse. Hein, c'est une autre époque. Tu sais ce qu'il y avait dans l'attaché-caisse? Oh non, dis-moi vite. Le sandwich et puis des petites revues coquines. Oh, tiens, regarde-le, il est là. Ah oui. Ah, c'est beau. Il avait l'ouvrier. Oh là là. Non, dommage. L'appétit en faute de l'usine Puzna était énorme et tout venait des Ardennes. Claudien Puzna semblait avoir voulu se libérer de cette obligation d'un fournisseur unique et lointain, en décidant d'implanter en pleine région agricole, mais au bord d'un canal, sa propre fonderie. À 2 pas de l'abbaye de Cefon, occupée par une communauté monastique, on acheta 10 hectares au lieu-dit la bergerie pour un prix de 1 franc le mètre carré, y compris la bande de raccordement des chemins de fer. Un ingénieur des arts et métiers, M. Caillé, se fit confier la direction des travaux qui commencèrent en 1919. La fonderie démarrera en 1921 avec 2 cubilots de 2 tonnes heure et des machines hydrauliques qui ne seraient retirées que de la fabrication que 40 ans plus tard. La fusion se faisait dans un petit four tournant dans l'atelier d'entretien. La fonderie assurera la fabrication des fonds agricoles nécessaires à la maison Puzna, ainsi que la boulonnerie. On passera par la suite à la fonderie acérée en 1932. Puis on franchira une nouvelle étape en 1945 avec la fonte Maléa. C'était la compagnie théâtrale du Cercle Saint-Louis. Merci à vous.